je fais mon petit mot, après ça, je te laisse. It's all good, yes. Je vais juste souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Marie-Ève Bergeron, je suis en charge de la programmation aussi à la Maison du développement durable. Belle collaboration avec Lucie, ça fait quelques événements qu'on fait ensemble et Blandine également. Et puis, je vais laisser parler du contenu d'aujourd'hui. Je vais juste vous laisser savoir qu'on a un partenaire principal au Québec qui nous permet de faire des événements gratuits comme aujourd'hui. Et on a un partenaire majeur qui est déjà prêt. Grâce à eux, vous avez une belle programmation. Mon collègue Maverick va être avec vous tout le long de la conférence. Il va être également le gardien du temps. Comme vous avez vu, on enregistre pour pouvoir le rendre disponible par la suite. On a une chaîne YouTube. On a tous nos contenus qui sont là, classés par thématique. Que ça soit partagé sur les réseaux sociaux. Si jamais on vous partage « Hey, je t'ai vu », je serais curieuse, tu sais, que ça veut dire que les gens ont regardé la conférence, que c'est juste qu'on aime savoir. Il y a un petit code QR ici qu'on vous demande comment vous êtes déplacé pour venir aujourd'hui. Ça donne une donnée de l'empreinte carbone de la programmation qu'on crée à l'année. Et puis, dans une semaine environ, vous recevrez un sondage. Vous demandez c'est quoi l'impact de la conférence d'aujourd'hui dans votre vie. Avez-vous changé une manière de travailler? Avez-vous parlé avec vos collègues? On va vous sonder là-dessus. C'est comme 5-6 questions. Prendre le temps de répondre, c'est super. Je vous laisse avec mesdames, Lucie, Blandine, merci. Merci de l'accueil de s'être organisé super rapidement, Marie-Ève. Merci. Des fois, ça tombe bien. Voilà. Fait que merci à nos gens qui sont ici, puis on a des gens qui vont nous voir en différé. Blandine, on se retrouve après 5 mois. Ben oui, c'était au mois d'octobre qu'on avait on a fait le panel durant la journée de la foire de l'emploi en développement durable. Puis le thème, c'était le vrai EDI. Puis Blandine nous avait parlé d'un projet sur lequel elle travaillait, qui consistait à évaluer des CV pour apprécier la discrimination qu'il y avait. Donc, les CV qui avaient été rejetés, et je voulais absolument savoir la suite de l'histoire. Alors, voilà, Blandine, peut-être on se présente un petit peu. Donc, moi, je suis vraiment la gardienne des RH durables dans différentes organisations. Je m'assure au niveau des relations, au niveau des comment on gère nos conflits, comment on peut être dans des équipes horizontales et inclusives. Donc, j'ai vraiment une grande préoccupation par rapport à ça. Et puis, Blandine, je te laisse te présenter. Alors, jusqu'à peut-être 1 heure encore, je suis professeure en gestion des ressources humaines à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, donc à l'École des sciences de la gestion. Je pars, en fait, donc je vais commencer un nouveau poste. Je vais être prof encore dans gestion des ressources humaines à Bristol, en Angleterre, à partir de la semaine prochaine. J'ai commencé mes études universitaires avec en formation de sociologie du travail et du management. Donc, je me suis toujours intéressée ontologiquement à des personnes moins privilégiées dans leur milieu de travail. Donc, toujours en train de rechercher peut-être la petite bête qui empêchait la voix du travailleur ou qui empêchait le travailleur de se sentir dans des conditions adéquates au travail. Mais le DI m'est un peu tombé dessus, peut-être pour des raisons évidentes. Je suis née à l'île Maurice et puis je suis partie de l'île Maurice il y a 20 ans pour mes études universitaires, notamment en France, en Angleterre, avant de venir ici à Montréal en recherche et en poste donc à l'UQAM. Et donc, l'UDI m'a rattrapée avec la même vague qu'elle a dû rattraper beaucoup de gestionnaires RH avec la loi, l'égalité d'emploi et les travaux de la commission aussi de la jeunesse en lien avec l'UDI. Ben voilà. Alors, écoute, on peut-tu faire la genèse de ton projet? Oui. Que tu nous racontes un peu comment ça a débuté, cette idée de revisiter les CV. Donc, humblement, je veux d'abord dire que moi, je suis entrée dans un projet en tant que chercheuse et je le dis parce que je ne pouvais que faire selon l'organisation qui m'a permis d'entrer en fait dans des dossiers assez privés, et je remercie infiniment cette organisation que je ne nommerai pas pour des raisons évidentes. Mais je dirais quand même qu'on est là dans une organisation à but non lucratif, une organisation privée,
dont je vais donner quelques détails, dont peut-être le produit fini, où la finalité n'était pas le profit, mais la justice sociale, donc avec déjà une conscience qui allait au-delà de l'EDI. Donc, c'était pour vous dire un peu que le contexte était propice à ce type d'ouverture. Donc, des valeurs à la bonne place. Voilà, des valeurs déjà à la bonne place dans la finalité de l'organisation. Et on est dans une organisation que dans la recherche, on a qualifié de PME, plus de moyenne que de petite entreprise. Donc, on est avec à peu près 600 employés, donc grosse PME. En fait, c'est l'organisation qui a fait appel à des chercheurs universitaires pour les soutenir dans l'élaboration d'une politique EDI, beaucoup plus en lien avec la diversité ethnoculturelle. Donc, l'organisation avait identifié l'absence d'une diversité ethnoculturelle dans son personnel. C'est quoi donc, là? Alors là, on est, oui, on est davantage dans l'accueil ou l'accès accru donné à des minorités ethniques, des personnes s'identifiant, s'auto-identifiant déjà à des groupes ethniques peut-être qui ne représentent pas la majorité d'une société. Donc, si on est au Québec, ce sont des groupes ethniques davantage non blancs et aussi davantage visibles ou audibles. Et ce sont... donc, c'est des gens qui viennent d'autres pays, souvent. Ce sont des gens qui viennent d'autres pays, mais qui peuvent aussi être nés ici, voilà, et qui sont de deuxième ou de troisième génération, donc qui portent en eux cette visibilité, cette audibilité. On parle d'un nom, on parle de visage, on parle d'accent beaucoup, donc minorité audible. On parle beaucoup du nom, surtout quand on parle des CV. Et on parle beaucoup du parcours universitaire ou tout simplement académique quand on parle de l'immigration. Donc, des personnes qui auraient étudié à l'étranger, qui essaient d'avoir du boulot au Québec, et hop, on n'a pas l'UQAM, on n'a pas l'UDM, on n'a pas McGill, on n'a pas Concordia, hop, ça change la donne dans la perception du CV. Donc, on est quand même un peu dans cette vision-là. Donc, moi, j'ai refusé d'embarquer dans l'élaboration de cette fameuse politique EDI. Ben voyons parce donc. Que, ouais, ben voyons donc. J'étais téméraire. En fait, je leur ai dit, je ne pourrais pas vous aider à écrire la politique si je ne connais pas l'organisation. Donc là, on est entré dans une discussion, une longue discussion de 3-4 heures pour décider de ce qu'on allait faire ensemble. Donc, on a monté un groupe de recherche, donc avec moi à la base, mais il y a aussi 2 étudiantes et je tiens à les nommer puisqu'elles ont fait un travail formidable avec moi. Valérie Parent, qui est étudiante à la maîtrise à l'ESG, et Sarah Laribi, qui est déjà docteur en Algérie, mais qui refait un doctorat. Vous voyez le profil, qui refait un doctorat aussi à l'UQAM, pour les mêmes raisons que la recherche que nous sommes en train de faire. Donc, ça s'appelle l'expérience canadienne. Hein? Voilà. Est-ce que c'est un mauvais mot? Je pense que ça va. Je suis. Et donc, j'ai monté une équipe de recherche, mais qui rejoignait des gens qui étaient à l'intérieur de l'organisation. Donc, on avait un comité d'encadrement de 6 personnes. OK, attends 2 secondes. Il faut juste que je dise que, donc, on vous a mis le contexte et là, on va vous expliquer comment ça s'est passé. Voilà. Donc, on est dans une réflexion de plusieurs rencontres. Déjà, la grosse rencontre de 3-4 heures a permis de se dire, OK, on est d'accord, il n'y a pas d'écriture qui va se passer en 3-4 mois, mais il y aura une recherche peut-être d'1 an ou plus. Et d'ailleurs, on a mis 1 an et demi à faire plusieurs choses, notamment un sondage et cette fameuse analyse de CV. Je vais revenir à mon analyse de CV. En fait, j'ai commencé à poser des questions quant au nombre ils appellent ça des formulaires d'emploi parce que c'est un formulaire à remplir dans leur cas, plus un CV et une lettre de motivation qui est envoyée dans le dossier de candidature des potentiels candidats. Oui, puis est-ce qu'on sait, c'est pas nécessairement à la main, c'est un formulaire? Très bonne question. Okay. Certaines personnes venaient encore déposer ce dossier à la main. Mais la plupart électroniquement. Okay. Sauf que les personnes à l'intérieur de l'organisation remplissaient en fait une base de données à la main, manuellement. Déjà, ça, il y a une recommandation par rapport à ça, que peut-être il faudrait revoir cette base de données remplie manuellement, mais... Pourquoi on la reverrait? Donc, excuse-moi. Non, mais on la reverrait parce que on est aussi dans la sauvegarde de données. Par exemple, ce qu'ils font des fois, c'est de garder ces données
Et puis, après 1 an, lorsque la personne repostule, les données ont disparu parce qu'il n'y avait pas suffisamment de données qui étaient rentrées, alors que si on avait un système peut-être numérique, on pourrait avoir toutes les données en tapant la même personne. Finalement, c'est rare que les gens changent de nom et on aurait pu voir l'évolution. En fait, par exemple, si vous postulez aujourd'hui à cette organisation et puis vous allez faire une formation, ben, qu'on puisse voir l'évolution. Ah tiens, elle avait postulé il y a 2 ans, mais peut-être 2 ans plus tard, il y a une maîtrise en plus qui s'est rajoutée, il y a un certificat, etc. Et là, parfois, c'est un peu difficile de le voir parce que c'est rentré manuellement, mais c'est pas forcément sauvegardé pour le nombre de temps qu'on aimerait pour pouvoir revoir le même CV. Donc, vraiment, la gestion de l'information. Gestion d'information qui n'est Plus pas que vraiment mon l'entité. domaine. OK. Donc, mais quand même, ça a fait ressortir peut-être un aspect qui est de ne pas donner la chance à l'équipe de dotation de voir l'évolution de certains candidats qui postulent et repostulent dans cette organisation. Je dois dire que c'est une organisation quand même qui reçoit énormément de CV et à répétition par les mêmes personnes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler pour eux. Le nom me touche les lèvres, mais si je le dis, vous allez faire « Ah oui, je comprends », mais je vais me retenir. Mais c'est pour dire que c'est quand même une employeuse, une organisation employeuse populaire au Québec. Et donc, donc j'ai continué à faire un petit peu mon interrogation pour essayer de comprendre comment ça se passait. Il me disait, mais en fait, nous, on reçoit à peu près 200 formulaires d'emploi, parfois par mois, parfois c'est plus que ça. Donc, ça bombarde et forcément, il y a une présélection qui va assez vite et qui élimine rapidement énormément de CV. Attends 2 secondes. Je ne sais pas pour vous, qui dans la salle fait du recrutement à l'occasion? À l'occasion? Moi, mes collègues me disaient 30 secondes par copie à peu près. Non? 5 minutes? 5 minutes? OK, OK. Mais c'est vrai que ça va vite. Ça va très vite. Et c'est pour ça aussi que peut-être je dis humblement et j'y vais avec des pincettes, on n'a pas toujours le temps de retourner sur les CV. Donc là, ils ont demandé de l'aide à des gens qui avaient le temps et l'intérêt aussi de retourner sur ces CV. Donc, on est quand même sur une base universitaire et académique. Donc, je tiens à le préciser que je comprends que les organisations n'ont pas toujours le temps de faire ce genre de travail. Mais on a vu quand même des bonnes choses provenant d'un travail de révision de ce qui avait déjà été. Donc, dans le fond, juste que je récapitule, c'est que dans le fond, votre job, ça a été de reprendre les CV. Alors, la question Tous les c'était, CV? qu'est-ce que vous faites comment ça se fait que vous ayez choisi, disons, cette vingtaine de CV? Ah oui, ben, selon nos critères, ben, on a fait vite et puis on a balancé. Et là, j'ai fait, mais qu'est-ce que vous faites des CV non retenus? OK. Ils les impriment tous. Ouais. Bingo. Pour nous, c'est parfait. Et on ne les regarde pas, mais on les laisse dans une boîte et on les garde pendant un certain temps et après, on les balance. Donc, moi, je me suis dit, ben, Quelle aubaine! on va aller dans les archives et on va passer du temps. Et on pensait avec les 2 personnes étudiantes qui travaillaient avec moi, qui étaient mes collègues de recherche, on pensait pouvoir regarder 400 formulaires d'emploi et CV. On a fini par regarder 150 formulaires d'emploi, ce qui était pas mal, en 12 heures. 4 séances de 3 heures où l'organisation nous a permis de nous rendre sur place. Ils nous ont apporté les boîtes. On s'est posé, on s'est fait un café et on passait au travers de ces 150 formulaires d'emploi. Qui étaient retenus ou non retenus? Non retenus. Et Non d'ailleurs, retenus, à OK. refaire, j'aurais peut-être fait une recherche où pendant un laps de temps, disons 1 mois, où je regarderai les 2, c'est-à-dire les formulaires retenus et non retenus. Et là, faute de temps, et puis faute aussi, en fait, l'élan a été d'aller voir des possibles billets dans les formulaires qui n'avaient pas été retenus. Donc, il y avait un devis de recherche qui était très précis sur la non-rétention des formulaires. Mais si j'avais à élargir la recherche, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus écosystémique à regarder à la fois la rétention et la non-rétention des CV. Donc, oui, je passe par ton Non, non. Mais donc, à ce moment-là, je vous vois avec votre café en train de passer au travers des CV. J'imagine que vous aviez l'offre d'emploi. Alors, did you? On n'avait pas l'offre d'emploi. Non. La description de poste, ce qui est différent.
On avait, je fais ma petite introduction en girafe, là. Non, mais en fait, Moi, j'appelle toujours ça des profils de poste, en fait. J'aurais dû dire profil de poste. ou descriptif. Mais l'offre d'emploi, c'est un peu édulcoré, hein. Tu veux travailler chez nous, on est super chouette, blablabla. La description de poste, elle est plate. C'est-à-dire, elle est très prescriptive, factuelle, graphique, tel poste, tant d'heures, etc. Et voilà, exactement. Les tâches très, très graphiques. Elle est plate, elle n'est pas, c'est pas du marketing RH. On est vraiment dans l'organisation du travail, donc c'est précis, des verbes d'action, la date pour savoir si elle est périmée ou pas, etc. Donc moi, j'ai demandé, justement, j'ai dit, je veux pas l'offre d'emploi, je veux les descriptions de poste. La vraie affaire qui se passe sur le terrain, c'est ça? Donc, c'est-à-dire travail réel, je suis dans une optique de regarder le travail réel versus le travail édulcoré versus le travail prescrit, c'est-à-dire qu'on te dit que tu vas faire et que tu ne fais pas. Donc là, on était dans le travail prescrit, forcément. Puis, il faut savoir que ça faisait un moment que je faisais de la recherche dans le secteur, donc je connaissais quand même les enjeux. J'avais fait des entrevues, donc je suis biaisée par rapport à ça. J'avais fait des entrevues par rapport aux tâches et aux fonctions spécifiques de cette organisation. Donc, je savais ce que les gens faisaient et j'ai forcément analysé la description de poste en fonction de ce qu'on m'avait dit aussi. Donc, si c'est dans votre organisation, ça peut arriver aussi que vous connaissez aussi déjà les fonctions et les tâches de vos collègues, surtout si vous êtes en RH. Donc, il faut se servir aussi de cette connaissance du travail réel tout en analysant la description de poste qui donne le travail prescrit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça a été la première étape. OK. Donc, on avait hâte d'ouvrir les boîtes, mais avec Valérie qui était présente, on a regardé chaque description de poste. Donc, on a commencé par une première description de poste en parlant. Donc, on faisait du remue-ménage. Donc, on s'enregistrait ce qui nous venait. Donc, qu'est-ce que tu vois? Oh là, exigence, tel truc, nanana, nanana. On allait comme ça. Puis, on a commencé à faire des catégorisations de tâches. C'est-à-dire, quels sont les trois, en allant dans chaque description de poste, quelles sont les 3 ou 4 catégories qu'on pourrait dire qui revenaient à chaque fois comme thème? C'est comme une analyse thématique finalement des descriptions de poste. Donc là, on a vu que la langue française était très importante pour cette organisation. Et ça, c'était transversal comme compétence à la fois technique et aussi idéologique et aussi On rentre un petit peu dans les trouvailles que vous avez faites? Pas encore. Pas encore. Ensuite, on est dans les compétences techniques. Je veux juste dire qu'on est déjà 20 minutes avancées. C'est parfait. Voilà, très bien, merci. On est dans les... Mais je peux pas ne pas raconter ça avant d'entrer dans les trouvailles. C'est parfait. Et on est dans les compétences techniques. Donc là, on est vraiment, chaque poste, qu'est-ce qu'il faut d'essentiel? Donc, c'était langue française, compétences techniques. Et la troisième chose, c'était l'idéologie. On est dans une organisation, une OBNL. C'était important pour eux qu'il y ait des valeurs qui correspondaient. Ah, oui. Donc, c'était ces 3 choses. Puis au niveau technique, Puis là, je peux accélérer, comme dit Lucie, après. Vas-y. Ben, peut-être tu nous dis 1 ou 2 petits mots sur compétences techniques. C'est peut-être l'utilisation des logiciels. Alors, parfois, c'était à l'écrit, donc capacité d'écrire des rapports, capacité de communiquer peut-être à la presse. Donc, c'était des personnes qui avaient peut-être étudié en com. C'était analyse des logiciels, c'était comptabilité. C'est très simple, ça. Puis c'est des choses qui viennent de différents pays. Tout à fait. Sauf qu'il y a aussi des exigences parfois des ordres, mais aussi parfois un préjugé que si c'est fait dans un autre pays, que ce ne soit pas aussi bien que dans le nôtre. OK, mais ça, c'est une autre étape. Donc, la première étape, vous avez analysé les descriptions de poste. Exactement. Et ensuite, vous avez comparé avec les CV. Et ensuite, on a commencé à regarder 10 premiers formulaires CV. Oui. Et il y a 2 questions qui nous sont venues. Ça se peut que vous ayez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Nous, c'était, est-ce qu'il y a des blocages spécifiquement EDI dans l'analyse de ces CV? Le deuxième, c'est, est-ce qu'il y a des biais de sévérité dans l'analyse qui pourraient être au-delà de l'EDI? L'âge peut être l'EDI, mais ça peut être aussi peut-être la non-compréhension des compétences techniques, etc. Et on a trouvé un peu de tout ça. On a trouvé à la fois des blocages vraiment EDI et à la fois des blocages beaucoup plus systémiques, mais qui pouvaient toucher l'EDI.
Et c'est ça, pour nous, c'était super important parce que c'était là où peut-être que les changements auraient pu arriver justement. Mais là, tu m'as donné des exemples parce que je Oui. comprends pas tout ce que tu as dit. Alors, par exemple, la langue française était forcément un des critères transversaux. Absolument. Et on a réalisé que les locaux étaient encore plus discriminés, forcément, quand ils avaient un souci de langue française. Donc, des fois, Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que quand ça veut Plus dire retenu que ou moins retenu? le contraire, c'est-à-dire que quand une personne québécoise avait postulé et que cette personne écrivait mal ou s'exprimait mal en français dans le formulaire d'emploi, Ouais. c'était mis de côté automatiquement. Il y avait une sévérité. Il y avait une sévérité envers les locaux, plus que, donc on n'était pas étonnés, mais il faut quand même le souligner que des fois on pense que la discrimination va envers les personnes étrangères, mais c'était une discrimination RH. On s'entend que c'est une discrimination presque d'office quelque part, puisque c'est lié à la compétence. Mais c'était quelque chose à souligner. Donc il y avait un billet beaucoup plus élevé envers la personne locale que la personne étrangère par rapport à la langue. OK. L'autre chose qu'on comprenait, en fait, on a fait une liste, pour répondre à ta question, Lucie, on a fait une liste des choses qu'on comprenait, des billets qu'on comprenait et des billets qu'on ne comprenait pas. Les billets qu'on comprenait, l'insouciance bureaucratique, les gens qui avaient mal rempli le formulaire. Ah, ça! Coller le mauvais CV, coller la mauvaise lettre de là, j'ai hâte que tu présentation. me dises quoi, parce que Donc, moi, j'ai eu des clients qui autant qui disaient « Oh, mais c'est pas grave, la personne, elle a pas… » ou de dire « Non, non, je veux une lettre de présentation. Si la personne ne suit pas cette consigne-là, elle va pas suivre mes consignes, ça marchera pas. » Et c'est un critère que je trouvais valable. Sauf que dans les critères où on comprenait, où il y avait des billets, Ouais. on ouvrait toujours sur le comprend pas. Par exemple, si on vient de l'étranger, on n'a peut-être pas l'habitude de remplir un formulaire d'emploi. Ouais. On a peut-être l'habitude de faire, j'ai étudié en France, je sais que la lettre de présentation est encore plus importante que de remplir un formulaire, par exemple. En Angleterre, c'est différent, c'était que des formulaires, etc., etc. Donc, et moi, j'ai travaillé dans les différents pays, c'était à chaque fois des techniques différentes. Et quand on arrive de l'étranger, on ne sait pas forcément ce qui est prisé dans le système. Et là, il y avait des personnes qui avaient écrit de très bonnes lettres, OK. et qui avaient un CV qui était à considérer, pas forcément qui aurait pu être choisi, mais qui a été à considérer. Mais comme ils avaient mal rempli le formulaire, on voyait que ça allait passer automatiquement dans une catégorie d'insouciance bureaucratique, par exemple. Donc, quand tu dis insouciance bureaucratique, c'est qu'il démontrait insouciance bureaucratique. Qu'il n'avait pas ce qu'on appelle le souci du détail. Exact. Ou qui ne répondait pas, il ne le faisait pas de manière habituelle. C'est-à-dire, on a une façon de faire pour remplir ce formulaire. Et si vous postulez à l'interne, par exemple, ou si vous connaissez quelqu'un de l'organisation, vous savez comment postuler ou remplir ce formulaire. Mais si vous arrivez de l'étranger et que vous voulez un poste dans ce milieu, vous remplissez comme vous le savez, donc vous dites, référez-vous à la lettre et au CV, et puis vous vous dites, bah, j'ai fait un super CV, j'ai fait une super lettre, ça va être suffisant. Il y a des gens qui avaient fait ça, mais ça passe pas. Ça passe pas. Voilà, par exemple. Oh! OK. Donc, l'utilisation de l'outil. L'utilisation de l'outil était méconnue ou non familier, et ça dérangeait ça bug le système en mauvais français. Il y avait aussi la méconnaissance des postes. Donc là, on comprenait que l'équipe RH se disait, bah, la personne elle écrit au sujet du… Sauf que on est dans une OBNL, on est dans un milieu spécifique, on n'est pas dans une organisation privée peut-être normative, si je peux me permettre ce mot. On n'est pas dans le commerce de détail. Voilà. On peut avoir une idée en allant dans une école de gestion, par exemple, comment ça fonctionne. Donc là, il se peut. En fait, même moi, j'ai dû apprendre à comprendre leur poste, alors que j'enseigne la GRH et que j'envoie tellement des postes que là, c'était des postes que je ne comprenais pas. Mais ça pouvait discriminer des gens qui venaient d'ailleurs et qui avaient peut-être perçu le travail d'OBNL de manière différente, avec une autre culture. Donc, encore une fois, on comprenait l'exigence et le souci, mais en même temps, on pouvait voir comment ça pouvait discriminer les personnes qui arrivaient avec une autre culture et qui voyaient l'OBNL d'une autre façon. Donc, méconnaissance des postes. Donc, ils mettaient de l'avant leurs compétences ou leur compréhension dans la lettre de présentation. Mais le fit était décalé. était décalé, effectivement. OK.
Mais il y avait des choses transférables, donc on aurait pu Effectivement. rencontrer la personne pour clarifier. Oui. OK. Puis, il y avait aussi des cas où on comprenait, par exemple, des personnes au premier emploi, ou, donc qui s'essayaient et puis qui se sont dit, bah, c'est nos OBNL, vont nous prendre, et puis ça va être une école d'apprentissage. Sauf que les OBNL n'ont pas toujours les ressources pour être une école d'apprentissage et veulent des gens clés en main. On a eu des cas comme ça, ou des gens qui avaient un parcours académique, mais pas d'expérience, etc. Donc, il y avait des choses qui étaient quand même assez propres au cas qu'on pouvait voir dans d'autres sphères. Les aspects qu'on a dans notre liste, peut-être qu'on ne prend pas, c'est que justement, une des choses, et c'est arrivé plusieurs fois, où les cas EDI, comme on les appelait, c'était rarement des cas clés en main. Et ça va être le cas pour n'importe qui. Même moi, ayant postulé, par exemple, en Angleterre, il y a plein de choses que je ne saurais pas de ce milieu. Et c'est une chose que j'ai même dite dans mon entrevue, par exemple, que je m'attends à ce que mes collègues m'aident à me rattraper quant à la connaissance non seulement de l'organisation, mais de la culture du travail, du lieu, et de la culture du travail, de la société aussi dans laquelle on s'insère. Et on pouvait voir dans la manière d'écrire ou dans la manière de décrire certaines valeurs qu'il y avait des différences et que ce n'était pas forcément valorisé. Sauf que moi, je suis une personne j'ai vécu dans plusieurs pays, donc j'arrivais à voir que ça valait la peine, que cette personne venait de la Belgique, et je me dis, mais oui, en fait, cette personne aurait pu avoir un poste, cette personne venait de l'Algérie, je peux voir que ça valait la peine. Mais l'organisation avait, et c'est sans blâmer cette organisation, a une idée de ce qu'elle veut selon sa valeur. Elle n'arrivait pas à traduire. Traduis-nous-le. Donne-nous un cas, traduis-nous-le, quelque chose que tu as vu qui voulait dire ça selon toi. Par exemple, l'aspect militant était important, et militant de mouvement, de justice sociale était important pour cette organisation. Oui. Et par contre, peut-être qu'une personne qui postule n'est pas forcément dans la branche militante activiste de cette organisation. Et donc, qui aura fait d'autres choses ou d'autres tâches en lien avec la militance et le mouvement. Mais je ne veux pas trop le dire parce que sinon, je n'allais pas comprendre de qui il parle. On va voir un peu c'est quoi. Et donc, donc, on parle de bénévolat, d'engagement social. Par exemple, qui n'est pas forcément lié exactement à la cause militante, activiste de l'organisation. OK. Les gens ont fait du bénévolat, mais pas dans cette branche-là de ce forcément OBNL-là. pas dans le contexte national de cette organisation. Donc, ça se peut, par exemple, que la personne n'ait pas une connaissance. Sarah vient d'arriver, par exemple. Ça se peut qu'elle veuille travailler en OBNL, mais qu'elle ne connaisse pas l'historique, par exemple, des mouvements du Québec, et que ça reste à apprendre. Et c'est une question qui est revenue en passant. Tout ça a été discuté avec l'organisation, et l'organisation était d'accord aussi avec tout ça, et disait, mais on n'a pas forcément les ressources, on n'a pas mis en place les ressources pour peut-être monter une formation qui aiderait les Sarah de ce monde qui postuleraient chez nous, qui arriveraient avec d'autres expériences liées à la militance, mais pas celles mais c'est une salle. Si j'ai fait une popote roulante et puis que là, je suis dans un autre secteur, ça se transfère bien. Mais c'était pas vu ou pas compris. Pas forcément. Okay. Et puis, l'autre aspect aussi qu'on a vu, c'était la surqualification de certains employés. Surqualifié, exemple. Comptable qui postule pour être commis comptable. Alors que le commis comptable, dans l'organisation, travaille sous le comptable et fait toutes les tâches liées à ce que le comptable pourrait avoir utilisé. Je regarde nos participants aujourd'hui, quand vous rencontrez des profils comme ça, est-ce que vous avez envie de les engager? De savoir pourquoi est-ce qu'ils postulent, et je pense qu'il y a aussi souvent des enjeux de difficulté à trouver un emploi quand on arrive, etc. On va potentiellement se dire qui a. Non, pas du tout. Et je pense qu'il y a parfois aussi une dimension genrée sur ces enjeux-là, ou en tout cas, c'est des sujets qui peuvent d'avoir souvent des femmes qui vont postuler à des jobs qui cochent toutes les cases du poste, alors que potentiellement plus d'hommes postulent à des postes qui vont être moins qualifiés. Je sais que j'ai déjà postulé à des postes que j'ai surqualifiés parce que dans un moment de difficulté, etc.
Comme je me pose la question. Oui, donc, moi aussi. Pourquoi est-ce que Oui. ces personnes-là postulent, mais C'est le manque d'assurance dans un environnement national qu'on découvre et dans un nouveau contexte. Sauf que peut-être là, c'est le bas blesse dans l'offre d'emploi qui aurait pu aussi peut-être être plus précis. On accueille ou Expérience quelque chose comme équivalente. expérience, où il y a peut-être une précision à mettre dans l'offre d'emploi, donc ce qui est envoyé sur les sites de recrutement pour que les personnes puissent se sentir, ou alors de dire vraiment précisément qu'on recherche telle expérience. Et là, on a vu des CV de comptables oui, on comprend pourquoi aussi l'organisation ne les a pas pris, mais en même temps, on se dit peut-être que c'est un CV à garder et à peut-être offrir une évolution de carrière pour cette personne. Cette personne vient d'ailleurs, donc elle n'a pas besoin de l'expérience comptable, mais elle a besoin de l'expérience organisationnelle. Expérience canadienne. Et l'expérience québécoise et canadienne. Donc, est-ce que ce ne serait pas un profil qui entrerait en poste peut-être mineur, mais pour évoluer éventuellement en OK. étant Fait que formé dans le fond, ce que je par la comprends culture de ce que tu organisationnelle? dis, c'est que ça vaut la peine d'avoir quelqu'un qui peut rester en poste une année ou deux, puis après ça, il pourra avoir un autre, un poste supérieur. Il n'y en a pas toujours, Non. plusieurs échelons. Mais moi, je sais que d'embaucher quelqu'un qui est surqualifié, on a peur qu'il s'en aille vite, hein? Qui fait que, puis en même temps, il peut peut-être être plus opérationnel, parce qu'il en sait plus. Et Il y a, dans il y a ce- des pour et oui, des contre. tu oui, sais. oui, oui, tout à Mais fait. quand on donne une chance à quelqu'un qui vient d'arriver, il est plus fidèle, normalement. On s'entend que s'il y a alors c'est là où le mot systémique revient systématiquement, c'est que si on offre un poste sans évolution de carrière, c'est sûr que la personne qui a le risque, on court le risque que la personne parte. Mais si on lui dit, tu entres en poste, mais avec une possibilité. Donc en fait, le problème n'est pas au recrutement, n'est pas à la dotation. Le problème, c'est dans la planification de ce qu'on appelle joliment la gestion de talent justement en RH. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez de plus après à offrir à cette personne? Là, on avait un cas où on regardait le CV, on s'est dit, ah, ça me semble que ça ferait un bon futur comptable. En fait, il est déjà comptable, donc il pourrait même aider les autres commis comptables à gagner en expérience et il pourrait intégrer une équipe de comptables, parce qu'il y en avait plusieurs, dans ce milieu, compte tenu de son expérience étrangère en plus, donc avec un ajout. Nous, on était perplexes parce qu'on voyait que dans sa lettre et dans la manière de s'exprimer, cette personne voulait une évolution. Elle comprenait qu'elle arrivait dans un pays où il fallait une expérience culturelle autre plutôt que... Puis elle l'exclut dans sa lettre. Oui, Donc, c'est exprimé. OK. Donc, voilà. Et écoute, Nandine, je veux juste te Oui, dire, oui, oui, parce tout que à fait. je comprends que tu prends l'avion tout à l'heure, juste te mentionner qu'il ne nous reste pas tellement de temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres constats que vous avez faits? Il y a eu malheureusement des constats de biais inconscients, tels que demander le permis de conduire ou de signaler que la non-rétention du CV était à cause de l'absence du permis de conduire. Et ça, on l'a signalé aussi à l'entreprise qu'il faut faire attention à ne pas trouver des excuses un peu banales parce que l'ensemble du CV ne nous met pas à l'aise pour donner une chance à la personne. Donc, on trouve le billet. Attends, là, on est à un espace illégal. On est... Est-ce que Tout se justifie. Non, mais cette Tout entreprise-là, se justifie ils en ont RH. un siège social qui est à proximité d'un métro, là. Non, parce que ça se peut que l'organisation ait besoin de certains déplacements selon peut-être, mais dans le cas de ce poste et de cette organisation, et ça se voit dans d'autres OBNL qui sont dans le même, j'allais dire, dans le même secteur d'activité que ça se peut qu'on permette à la personne d'avoir son permis plus tard. Ça se peut qu'on donne même les ressources pour que la personne fasse l'effort d'aller chercher son permis. C'est-à-dire que peut-être un critère comme ça qui est un atout ne peut pas devenir un critère principal de discrimination, je veux dire, de départ. Au départ. Oui, de départ. Donc, dans ce cas-là, on leur a dit, faites attention parce qu'on a vu quelques CV, il n'y en avait pas beaucoup, heureusement, mais il y avait quelques cas où on voyait bien qu'on dirait que le CV ne plaisait pas dans son ensemble parce que la personne ne venait pas d'ici, etc.
Puis la seule chose qu'on pouvait mettre, c'était pas de permis de conduire. En tout cas, de notre point de vue externe, et encore une fois, humblement, nous, on trouvait que ce n'était pas suffisant pour ne pas donner la chance à la personne d'être rencontrée. Surtout que c'est un critère transversal qui peut s'acquérir éventuellement, sauf si la personne dit « j'ai peur de conduire, je ne conduirai jamais de ma vie », éventuellement. Ce qui est plutôt rare. Ce qui est plutôt rare. Mais on a trouvé que là, il y avait peut-être un biais parce que le CV avait l'air correct pour les autres critères qu'on a nommés et qu'il n'y avait que ça qui avait été utilisé pour, dans ce cas-là. Il y avait 2 cas. Il y en avait pas. OK. Fait que ça fait un peu le Ça tour. m'a fait le tour. Je prendrais peut-être une petite pause juste pour regarder si nos participants ont des questions, si ça te va, Blandine. Oui, bien Puis sûr. après, on revient avec une conclusion Oui. ou les recommandations que tu leur as faites. OK. Ça s'en vient. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Des fois, ça peut aider aussi à clarifier des choses qui n'ont pas été dites. Une question sur le formulaire. Dans le fond, est-ce que dans le fond, c'est parce que une sélection précisément sur qu'est-ce qui est écrit dans le formulaire, puis on regarde ensuite les lettres et le CV, puis c'est pour ça que c'est rejeté automatiquement? Je vais donner exactement le contexte de cette organisation. C'est parce que c'est une vieille affaire. C'était une manière de recruter dans le passé qui n'avait pas été remise en question. Et l'EDI vient remettre en question ce formulaire d'emploi. Donc, cette question, elle est très pertinente. C'est-à-dire que s'il y avait à refaire, je pense aujourd'hui, ils n'auraient pas ce formulaire d'emploi. Ils se concentreraient peut-être seulement sur une lettre écrite avec les aspirations et le CV, mais le formulaire est déjà là. Donc, c'est un biais bureaucratique, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui était déjà en place, dont ils n'arrivent pas à se défaire dans ce cas-là. Mais donc, le regard, la loupe de recrutement, de présélection, a toujours été selon les réponses. Ils ont presque, j'ai parlé à certaines de ces personnes, il y a presque une attente très claire de ce qu'on veut de certaines de ces réponses. Donc, c'est difficile de se défaire de ces réponses préconçues quelque part qui ont été là depuis des années. Ce sont des gens qui ont regardé des formulaires d'emploi, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans. Et donc, ils savent à quoi ils s'attendent quand on parle de valeur, de l'organisation, etc. C'est très difficile de défaire ceci. C'est pour ça que j'ai demandé à le faire, parce que moi, je n'avais aucune attache et que je n'avais pas ce regard et cette loupe, peut-être cette vieille Mais ils loupe, avaient si je peux me besoin permettre. du regard extérieur et ils sont allés chercher. Oui, et puis si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup de billets mal intentionnés. Aussi, hein? Voilà. Il y en avait 1 ou 2 où il fallait faire un peu attention, mais honnêtement, c'est un compliment pour cette organisation, il n'y avait pas de mauvaise intention. Il y avait juste un besoin de clairer les dossiers le plus possible en mauvais français. Donc, dans ce cas-ci, une des recommandations a été de simplifier le formulaire parce qu'ils ne veulent pas s'en défaire non plus pour d'autres raisons internes que je ne vais pas nommer, mais de prioriser aussi ou donner la chance aussi de l'option de la lettre et du CV. Donc, de faire quelque chose de plus hybride, donc plus inclusif. Oui, puis en même temps, je reviens à leurs critères. Leurs critères, il y a le français, les compétences techniques et les valeurs. Ben, les valeurs, c'est dans la lettre. C'est pas dans un formulaire, ou rarement dans un formulaire. Oui, parfait. OK. Oui. Par rapport justement au formulaire qui est présenté, comment c'est géré Ah, ben c'est un peu ça. Donc, Ouais. recommandation et gestion du changement. Oui, ben je vais enchaîner sur mes recommandations. Je regarde l'heure aussi. Ouais. Parce que justement, une de mes recommandations qui semble avoir été bien accueillie, c'est de monter une équipe de développement organisationnel. Parce que c'est une OBNL qui expérimente, qui fait ce que j'appelle un peu du bricolage organisationnel, avec beaucoup de bonnes intentions, d'essayer d'aller chercher un consultant qui pourrait les aider, des universitaires, des personnes venant de l'externe, mais ils n'ont pas une équipe qui se soucie de cette évolution de carrière. Et puis de mettre stratégique. Et de le mettre de manière stratégique dans les devis en fait, de l'organisation. Donc, une des recommandations qui va être validée, je suis très contente de ça, c'est
de monter une équipe, si ce n'est pas un département, de monter une équipe de développement organisationnel qui pourrait faire ce qu'on est en train de faire là des fois. C'est-à-dire se mettre, par exemple, 3 fois par an, chaque trimestre, une révision des pratiques, une révision d'un groupe de CV, en fait, de créer finalement leur propre équipe de recherche et d'introspection, comme on l'a Dans défini. une boucle de rétroaction. Voilà. Mais en lien avec les autres pratiques RH. C'est-à-dire, je recrute cette personne aujourd'hui, je fais attention aux billets, mais il faut se dire que cette personne, elle va devoir être formée. Donc, je prenais l'exemple de Sarah. Il y a peut-être une formation à mettre en place en lien avec l'historique de l'organisation au Québec. Donc là, des personnes comme Sarah peuvent être recrutées avec l'idée d'être formées. Donc, il y a une ressource qui est mise en place. Donc, développement organisationnel pour les cas déjà existants, mais pour la création de ressources potentielles. Et aussi, il ne faut pas oublier que ces personnes sont évaluées éventuellement. Et là, il y a d'autres billets, mais ça, c'est le deuxième épisode de la série Netflix. Il y a aussi d'autres billets à ce moment-là à regarder et à réviser au niveau de la performance. Mais ça ne peut se faire que si on révise l'entrée de ces personnes, l'accès qu'on donne aux personnes. C'est après qu'on peut se dire, bon, on a donné l'accès à telle personne, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner sur le long terme? Et le principe de développement organisationnel s'insère ici. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la RH où on fait entrer les gens et puis on roule, mais on les développe et on se développe aussi en tant qu'organisation. Et on se change. Et on se change. Et un des changements ou une des remises en question, c'est ce formulaire d'emploi aussi qui finalement teinte tout le reste, puisque c'est là que les personnes ont accès pour la première fois à l'organisation et que c'est un gros bloc de plusieurs pages à remplir en passant qui est assez fastidieux. Je l'ai essayé moi-même et Valérie, l'étudiante qui a travaillé avec moi, elle m'a dit « c'est donc bien plate ». Oui, c'est vraiment un obstacle, ce formulaire-là. Puis, je reviens sur ce que tu disais parce que on a vu plusieurs cas où les gens, les organisations disent oui, on veut des quotas, on veut des gens de toutes les couleurs, toutes les origines, aller. Les gens viennent. Et puis, si on ne se laisse pas d'espace de développement organisationnel pour changer nos pratiques, ben, les gens, ils s'en vont. Ils disent, ben, moi, je pensais que je suis dans un espace qui était sécuritaire et vous acceptiez ce que je sois comme ça, mais dans les couloirs, que je me fais poser des drôles de questions ou à répétition, je me sens pas soutenue, je me sens pas bienvenue, là. Donc, c'est comme, ah oui, bienvenue, on met la grosse pancarte. Une fois qu'on est entré, ben non, c'est avec la tokenisation. C'est aussi, oui, la taxe minoritaire, c'est quelque chose quelque chose aussi qui peut être vu, mais je pense que dans ce cas-ci, pas que la taxe minoritaire, c'est plus le contraire. C'est qu'on a un peu peur, on a plus peur des profils atypiques dans ce processus de présélection que d'en vouloir. Donc, c'est plus ça que j'ai repéré. C'est-à-dire qu'on a peur du manque de l'homogénéisation, en fait. Et ça, on a beau dire qu'on veut des personnes qui représentent justement ce token-là, cette minorité qui n'est pas présente, mais le contraire est encore présent, surtout dans des organisations avec comme une longue histoire, une longue tradition, une longue manière de faire très nationale, et on la comprend, on le comprend, cet enracinement, mais c'est là où il y a des blocages dits institutionnels dans la manière de repenser. Et je vais en profiter peut-être pour enchaîner sur les recommandations. Absolument, Donc, une des recommandations, ça a été justement une équipe DO, comme on va l'appeler. La deuxième recommandation, comme vous pouvez l'imaginer, c'était la révision de ce formulaire d'emploi qui va être simplifié avec des questions qui vont être beaucoup plus inclusives, non pas en lien avec le mouvement en question, mais en lien avec des valeurs plus génériques et générales qui peuvent englober les valeurs du mouvement, mais aussi des valeurs plus larges, donc beaucoup plus transversales. L'autre aspect, c'était aussi de permettre aux gens de se fier à leurs lettres et à leur CV, donc d'écrire. Vous avez l'espace dans le formulaire, mais nous consulterons aussi, donc donner beaucoup plus d'informations dans les documents fournis. Nous consulterons aussi votre CV et votre lettre, etc. L'autre recommandation, c'était en lien, bon là, c'était la diversité ethnoculturelle, mais c'est un exercice qui peut se faire pour les autres types aussi
de ce qu'on appelle de diversité, de catégories de diversité. Par exemple, LGBTQ, il y avait aussi plus, il y avait aussi des cas d'agisme qu'on avait remarqué dans l'analyse. Et parfois, on se demandait, on n'arrivait pas à identifier est-ce que c'était à cause de l'agisme ou est-ce que c'était à cause de la diversité ethnoculturelle, par exemple, pour certaines personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, est-ce qu'on fait une analyse séparée, ethno versus âge, et après, on fait peut-être une analyse combinée? Ça prend du temps, je le sais. Mais il y aura peut-être des cas qui pourraient permettre de faire attention à cette double peut-être discrimination ou à cette discrimination beaucoup plus intersectionnelle. Donc, il y avait ça, donc vraiment l'attention à la diversité, aux diversités, en fait, au sens large, aux catégories de diversité en même temps et séparément. L'autre aspect aussi très, très important, c'était, je me perds, attendez, je regarde. J'avais un dernier aspect que je voulais, ah oui, la surqualification. Donc, la création de bulles d'évolution, donc de carrière, de développement de carrière. Est-ce qu'il y a des postes, quand j'écris une description de poste, est-ce que je suis capable de dire ce qui vient avant et après? Voilà. Et donc, pas écrire un poste juste parce qu'on a besoin d'un poste ici. Et ça a l'air tout bête, mais ça arrive. J'ai besoin d'un commis comptable, boum, j'écris une description, j'envoie ça à un consultant, il montre une offre d'emploi, boum, ça part sur les sites, on reçoit quelqu'un, non. Qu'est-ce que j'ai à offrir de plus pour cette personne? Et puis, c'est de plus en plus important. Donc, toujours écrire des descriptions de poste en regardant l'avant, l'après, l'à côté, et toujours penser à inclure dans cette description de poste et éventuellement dans l'offre d'emploi des aspects qui touchent l'avant, après. Je dis toujours, je prends toujours la métaphore du film et de la série, je suis cinéphile, je dis toujours qu'on ne peut pas faire un épisode de manière isolée. Il faut toujours faire des liens avec les différents aspects autour. Et je pense que la GRH peut se voir dans cette métaphore filmique. Oui, puis je pense que ça nous aide aussi avec les nouvelles générations, entre autres. Je veux dire, c'est un facteur de rétention, d'attraction, quand on peut raconter l'histoire de ce qui va se passer dans notre organisation. Exactement. Ouais, je vais m'arrêter là. Bon, ben merci Blandine. Écoute, parce que c'est l'heure. Est-ce qu'on a le temps de poser quelques questions? On a un petit 2 minutes si ça vous va. 2 minutes. Je vais filer parce que j'ai un avion à prendre. Alors, à ce moment-ci, je vous propose un exercice un peu particulier. C'est de prendre tout simplement 20 secondes de silence et pour se brancher sur, en fait, l'intelligence collective et voir c'est quelles questions qu'on aurait besoin de poser. Donc voilà, qu'est-ce qui sent l'appel de notre question? Oui? Moi, j'ai une question, déjà, merci pour ça, c'était vraiment une présentation. On parle sur le revoir une matrice de compétences pour essayer de mieux prendre en compte la réalité avec le chef de chapitre. Comment est-ce qu'on parle, mais concrètement, je pense que ça effraie beaucoup de personnes qui font le recrutement de dire, OK, bon, tout à l'heure, le diplôme d'orthodontologie, pour la qualité, etc. Même pour les expériences, comment est-ce qu'on peut justement être plus invisible? Oui, mais en fait, dans tout ce qu'on parle, dans tout ce qu'on appelle un peu la gestion des talents, on commençait toujours avec l'attraction. Hein. Si vous avez suivi des cours de gestion de ressources humaines, ce qu'on enseigne et ce qu'on a enseigné pendant longtemps, c'était attraction, rétention et développement. Okay? Puis à un moment donné, on a été quelques personnes à se poser la question, est-ce que finalement la gestion des talents ne commence pas à la planification? Donc en fait, quand on parle d'attraction et de rétention, c'est comme si que la responsabilité incombait au candidat ou à la candidate de nous donner ce qu'on recherche en tant qu'organisation. Sauf que quand on planifie, on a nos attentes de manière beaucoup plus claire d'établie et planification à la fois quantitative et qualitative. Donc moi, je pense tout bêtement, je donnais un cours de maîtrise au Vietnam justement et il y a un mois et c'était des étudiants qui me disaient mais en fait, on passe pas assez de temps sur la planification. Je veux dire, on passe beaucoup de temps à écrire l'offre d'emploi, on passe beaucoup de temps à vouloir retenir, donc à mettre des augmentations de salaire ou à donner des promotions, etc. Mais on ne passe pas assez de temps d'introspection en tant qu'RH à s'asseoir et à se dire, à faire une cartographie.
j'ai Sarah, j'ai X, j'ai Y, j'ai Nicolas. Qu'est-ce que je peux faire en fonction des différents profils? Et qu'est-ce que peut-être ces personnes ont envie de faire en tant que peut-être rajouter un diplôme, rajouter une certification. Ça peut être un voyage qui forge et qui change la manière de voir les choses. Ça peut être une formation ponctuelle. Est-ce que je peux faire une cartographie des différentes compétences qui se sont développées au fil d'un temps X? Il faut toujours, bien sûr, des instantanés, hein. Mais est-ce qu'on peut les mettre les uns à côté de l'autre, ces instantanés, pour voir quelle a été l'évolution de l'organisation en fonction? Je pense que le problème, c'est qu'on a eu l'occasion d'enseigner la GRH selon les postes, selon les différents profils individuels et pas selon les besoins de l'organisation de manière générale. Il y a un peu cette dichotomie, est-ce qu'on veut des spécialistes ou est-ce qu'on veut des généralistes? Et je peux vous dire, moi, j'ai été embauchée, par exemple, en tant que généraliste, et je crois que c'était la plus belle chose de ma vie, parce que ça m'a permis de toucher à d'autres sujets, à d'autres matières, en tout cas dans mon domaine de la gestion des ressources humaines académiques, que je n'aurais pas touché si j'avais été embauchée comme spécialiste. Donc, ça, c'est une première question, c'est la surspécialisation que j'ai remarquée d'ailleurs au Québec et en Amérique du Nord, si je peux me le permettre, mais qui commence à apparaître aussi dans les pays européens, notamment, et dans d'autres pays dans l'hémisphère sud. J'ai fait de la recherche au Mexique et aussi à l'île Maurice. On dirait qu'on a ce souci de l'expert. On a un peu le syndrome de l'expert. On a peur d'être un peu trop polyvalent. Et je crois que la première chose, ce serait de déconstruire ça. Et j'espère que ce serait un département de DO qui pourrait justement faire cette cartographie-là. Pour juste terminer sur ce point, dans cette recherche dont je vous parle, de cette recherche-action, on a fait un sondage justement pour refaire la cartographie. Et on a eu un bon pourcentage des participants qui nous ont permis de voir justement à la fois l'homogénéité, malheureusement, de l'organisation, mais aussi on s'est dit, waouh, on ne savait pas qu'il n'y avait aucun Canadien qui avait étudié à l'étranger dans le bassin que vous avez recruté. On ne savait pas que tant de personnes avaient étudié en France, tant de personnes avaient... Et donc, on a vu, je le fais comme ça parce que ça peut se voir sur une table, on a vu des profils auxquels on ne s'attendait pas en faisant des sondages et une cartographie régulière. Et, ça va être une des recommandations aussi de refaire cette cartographie au bout de quelques années. Est-ce qu'il y a une dernière question brûlante qui vous reste? Non, c'est bon. Je vous souhaite bonne chance. Hey! Je suis sur LinkedIn, donc vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions, avec grand plaisir. Mais si vous avez des expériences aussi, je suis très preneuse. Je suis en plein apprentissage toute ma vie. Donc, si vous avez des expériences qui vous frappent ou que vous vivez, je suis très, très preneuse. J'en ai besoin pour mes cours aussi. Donc, pour du concret, ça aide à expliquer et à illustrer tout ce qu'on essaie de prêcher. Donc, merci à vous aussi de faire. Merci pour vos questions. Ben, merci Blandine, au nom de tout le monde. Avoir été là avec nous, de nous avoir rencontré des expériences concrètes. On est dans les vraies affaires. Fait que c'était vraiment très instructif. Merci beaucoup. Merci, je vais littéralement courir. Merci encore. Merci, au revoir. Allez, allez. Merci, au revoir.